Bonsoir tout le monde, donc merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc la première partie, en fait, on va faire un focus déjà sur l'intérêt en fait d'utiliser les poissons en fait comme support de la recherche. Et ma deuxième partie, en fait, ce sera sur les méthodes d'échantillonnage qui ont été mises en place donc, pour lancer ces recherches. Donc il y a des méthodes bien sûr qui sont des méthodes classiques que vous connaissez tous, et il y en a qui sont bien plus modernes, disons à la pointe de la technologie, sur laquelle la Guyane est innovante. Alors on commence déjà par un rapide focus sur le réseau hydrographique. Donc le réseau hydrographique de la Guyane, c'est en gros c'est le maillage en fait qui regroupe l'ensemble des milieux aquatiques qu'on va trouver sur le territoire. Donc il est structuré principalement, là ce qui ressort en fait c'est les grands fleuves. On a les grands fleuves, on a la masse d'eau. Alors quand je vais parler de masse d'eau en fait, une masse d'eau c'est une entité géographique. Comme une région, un département sont des entités géographiques, une masse d'eau c'est une entité géographique sur un cours d'eau. Ça nous permet de la délimiter. Donc en fait, on voit que ce qui ressort principalement, c'est les grands fleuves, la masse d'eau, plan d'eau, donc on appelle la réserve de Petit Saut, le réservoir de Petit Saut. Vers les estuaires, on va avoir ce qu'on appelle des masses d'eau de transition qui sont un peu larges. On les voit donc sur l'Oyapock, sur la Prouague, et puis les autres sont plus fines. Et on va avoir la bande côtière, donc qui est matérialisée par des petites hachures. Donc nous, on va principalement se focaliser ce soir sur les poissons des eaux douces continentales. Tout simplement parce que c'est la thématique sur laquelle on travaille le plus à l'Office de l'eau. On n'est pas trop axé sur le milieu marin. Même si on a quelques suivis, ils ne sont pas focalisés sur les poissons. Donc ce réseau hydrographique, il est très vaste. On est dans un milieu tropical humide, donc on a entre 110 000 et 190 000 km de cours d'eau. C'est énorme. Et ça s'explique notamment donc, par les caractéristiques climatiques du milieu. Donc ce réseau hydrographique très vaste, en fait, il va entraîner une mosaïque d'habitats, une mosaïque de milieux aquatiques, qui eux-mêmes vont conditionner en fait une grande diversité écologique qu'on va retrouver sur l'échelle de l'ensemble du bassin amazonien. Donc en fait en Guyane on va retrouver à peu près 450 espèces de poissons, donc c'est assez colossal, sachant que ça fait 1/6 du territoire métropolitain et qu'en métropole on en a seulement 80 environ. Donc ça vous donne une échelle. Ça c'est le maillage en fait des cours d'eau à une échelle plus petite. Donc vous voyez, c'est juste pour illustration, c'est juste pour dire qu'en fait l'eau elle est présente partout à l'échelle du territoire. Donc on a vu le réseau hydrographique de façon assez large. Maintenant si on fait un focus sur les milieux qu'on va rencontrer, donc là vous avez une modélisation en fait d'un cours d'eau. Donc c'est juste les numéros, c'est juste pour qu'on puisse s'y retrouver quand on suit en fait un cours d'eau. On le classe, donc de tout en haut vous avez là ce qu'on appelle les têtes de bassin, donc les criques en fait qui donnent naissance au cours d'eau, qui sont numérotées en 1. Quand vous avez deux cours d'eau de numéro 1 qui se retrouvent, ça donne un numéro 2, etc. etc. En Guyane, on arrive jusqu'au numéro 8. 8, c'est les grands estuaires. C'est juste un système de numérotation pour s'y retrouver. Et donc, associé à ça, on va retrouver des habitats. Alors, le premier habitat qu'on va retrouver, qui est un milieu assez marginal en, fait, en Guyane, c'est ce type de criques. C'est des criques montagneuses, en fait. Donc, les massifs montagneux sont assez limités en fait, à l'échelle de la Guyane. Ça, c'est sur le massif des Coups. Donc on a une rivière torrentielle qui s'apparente à ce qu'on peut retrouver en métropole ou aux Antilles, avec un fort dénivelé, beaucoup de courants. Et au niveau des habitats, c'est surtout des grosses roches qui restent en place, en fait, qui ne sont pas emportées par le courant. Qui succède à ça, ou qui prend sa source toujours du rang 1, on va avoir ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est les criques forestières. C'est des habitats que à peu près tout le monde connaît. Dès que vous faites un petit peu de rando en forêt, vous allez rencontrer ce type de milieu. Ça va du numéro 1 jusqu'au numéro 4. Donc après, ça continue. Là, ça s'arrête à 4, mais jusqu'à 8 en Guyane. Donc c'est des cours d'eau en fait, qui sont beaucoup plus plats. C'est des cours d'eau où on va avoir une succession de zones de dépôt et de zones avec un faible courant. Et c'est un petit peu plus large. On voit que par rapport au premier habitat, ça s'élargit. On continue. Donc ces cours d'eau vont se jeter dans des fleuves. Ils vont donner naissance à des fleuves. Donc sur les fleuves, on va trouver deux types d'habitats. Les zones de saut, donc là où il y a beaucoup de courant, donc c'est des zones de rupture de charge où il y a des pierres, des blocs de pierre qui sont apparents. C'est des zones où on a une grosse hétérogénéité des classes de courant. Et ça va entraîner une diversité d'habitats et forcément une diversité des espèces de poissons qui colonisent. À chaque fois que vous avez une grosse diversité de classes de courant, vous allez avoir une diversité d'habitats parce que je vais avoir du courant fort, du courant moyen, du courant faible. Associé à ça, vous allez avoir des grosses roches, des particules plus fines dans les courants faibles, etc. Donc une diversité de poissons. Donc ça, je ne l'aborde pas plus. Tout ce qui est habitat et poissons, espèces de poissons associés, ce sera la partie de Damien et de Régis. Intercalé avec ces zones de saut, on va retrouver des zones d'entre-saut, donc qui sont les zones qui reflètent la majorité du linéaire d'un cours d'eau. Ceux qui ont l'habitude d'aller sur les fleuves
vous allez voir que les zones de saut, ça représente vraiment, si vous les mettez bout à bout sur un fleuve, quelques kilomètres. C'est vraiment anecdotique. C'est les zones sur lesquelles on se focalise le plus parce qu'elles sont impressionnantes, mais la majorité des habitats, c'est ces zones d'entresauts, qui sont des zones avec un courant plutôt homogène, plutôt lent, qui sont des zones de dépôt, où on aura donc une richesse qui sera moins importante en poissons. Ensuite, ces cours d'eau qui s'élargissent, ils arrivent vers les zones, donc on n'est pas encore aux estuaires, mais pas loin. On voit que c'est des zones en fait également de dépôt, avec des entrées d'eau salée. Donc on a une turbidité très forte, parce qu'on a des apports en fait du panache amazonien. Donc c'est très chargé en turbidité. On a des niveaux de marnage en fait, des variations en fait de niveau de la mer et donc du niveau du fleuve qui sont importantes, qui peuvent être de 2 à 3 mètres. Et donc on a des conditions très spécifiques. Dès qu'on a des conditions spécifiques, ça va conditionner le développement d'espèces qui peuvent répondre à ces conditions spécifiques. Tout le monde ne peut pas vivre dans ce type de milieu. Ensuite, les fleuves génèrent des zones de mangroves. Donc là, on est vraiment pas loin en fait de l'embouchure. Donc là aussi, on a des zones qui sont relativement turbides. Alors vous voyez que la végétation, même si ces milieux-là, ils sont tous connectés, si on prend les deux extrémités, ça n'a rien à voir. Pourtant, il y a une continuité. Mais les paramètres qui les caractérisent évoluent et on a des conditions qui sont très différentes. Donc des zones de mangroves. Donc là, on a à peu près brossé la majorité des habitats qu'on va retrouver classiquement depuis la tête, en fait, des têtes de bassin jusqu'aux estuaires. On va retrouver également des habitats qui sont moins représentés, donc, comme celui-là qui est une savane inondée. Donc c'est des milieux aquatiques mais qui sont temporaires. Les savanes inondées, il y a une seule partie de l'année où elles sont en eau, pour la plupart. On va retrouver des forêts inondées. Donc là c'est sur la crique Gabriel. Donc c'est aussi un milieu qui est temporaire pour les milieux aquatiques. Et on va retrouver des marais type marais de Caux. Dernière slide, c'est les zones de vasières, donc c'est plutôt connecté à la partie fleuve. Ça serait l'aboutissement de notre fleuve en fait avec le milieu marin. Donc on a une diversité d'habitats qui est importante et donc on va avoir une diversité d'espèces de poissons associées à ça. Donc là juste pour illustrer, puisque ce sera abordé sur la deuxième partie, on voit que, bon là il y a quelques photos de poissons, on voit qu'il y a des morphologies qui sont très différentes, on a des espèces différentes, etc. Une grande richesse écologique. Alors quels sont les intérêts, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux poissons? Après tout, on peut se poser la question. Alors dans nos sociétés, les poissons ont plusieurs rôles. Déjà, ils ont un rôle nutritionnel, on s'alimente avec les poissons. Ils ont un rôle économique lorsqu'on est sur de la pêche commerciale. Ils ont aussi un rôle culturel dans les croyances. Il y a beaucoup de croyances, notamment pour les populations qui vivent au bord du fleuve, qui intègrent les poissons. Par contre, dans le monde scientifique, on a d'autres intérêts. Alors bien sûr, il y a de la recherche appliquée pour tout ce qui est activité de pêche commerciale, mais ce n'est pas l'objet du sujet ce soir. Nous, on va plutôt parler en fait de recherche concernant l'évolution de ces espèces, concernant leur dynamique, comment est-ce qu'elles ont évolué dans le temps et comment est-ce qu'elles vont évoluer. Ça, c'est des sujets de recherche sur lesquels la recherche va se focaliser. La phylogénie et la génétique des poissons sont aussi des sujets qui sont actuels. On va aussi avoir des sujets de recherche sur l'évolution de la qualité. Donc ça fait l'objet du précédent Apérosciences, où on avait parlé en fait de qualité de l'eau et comment utiliser les poissons comme bioindicateurs de la qualité. Donc on a pas mal de travaux de recherche là-dessus. Vont intégrer aussi la recherche de substances dangereuses, potentiellement. Donc on connaît tous la problématique du mercure en Guyane. C'en est une substance qui est recherchée sur les poissons. Il y a d'autres substances qui peuvent être recherchées. Donc tout ça, c'est des sujets sur lesquels il y a des travaux de recherche qui ont été réalisés ou qui sont encore en cours et sur lesquels l'Office de l'eau a travaillé de près ou de loin. Alors là, je vous fais plus une approche en fait, des travaux de recherche qui ont été réalisés ou qui sont réalisés. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr, c'est des travaux sur lesquels nous avons été associés ou que nous avons financés. Donc, à côté, donc sur la gauche, je vous ai mis quelques travaux un petit peu plus concrets. Donc il y a eu des travaux, alors vous avez les dates et vous avez les partenaires ou alors directement les réalisateurs des études. Donc on peut citer, en fait, il y a eu des études sur la taxonomie, les clés d'identification. Alors c'est surtout les ouvrages que vous avez en bas là. Donc du plus ancien sur la droite, donc dans les années 92, jusqu'au dernier ouvrage sur les poissons d'Amazonie française de Biotope en 2016. Donc c'est à peu près les ouvrages qui rassemblent l'ensemble des clés de détermination pour la Guyane, qui sont grand public, et également qui vont apporter des informations sur leur habitat, leur milieu de vie, et un petit peu sur leur écologie. Donc il y a eu des travaux là-dessus. Hydreco a mené des travaux aussi sur la sclérochronologie, c'est-à-dire la croissance des poissons.
comment est-ce qu'on peut évaluer en fait la relation taille et âge d'un poisson, et puis combien de temps il vit. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés donc depuis 1993 et jusque maintenant actuellement encore sur le mercure, grosse problématique mercure en Guyane, donc il y a tout un panel de travaux qui sont réalisés sur les poissons. Je parlais de suivi de substances. Jusqu'à présent, on suivait essentiellement le mercure. À partir de l'année prochaine, il y aura 10 autres substances qui vont être ajoutées. On va le voir juste après. Il y a des travaux qui ont été réalisés en 2014 sur le régime alimentaire des poissons. On ne connaît pas beaucoup de choses sur leur régime alimentaire. C'est très complexe. Les régimes alimentaires, ils changent en fait au cours de la vie d'un poisson. Donc c'est très compliqué d'avoir cette information. Donc il y a eu une approche isotopique en 2014 pour les poissons qui vivent dans les criques. Ça nous a permis de positionner dans les régimes alimentaires à peu près un certain nombre d'espèces. Ensuite, il y a une étude qui a été faite sur les espèces migratrices par l'Agence française de la biodiversité, donc sur quelques espèces du littoral. Il y a tous les travaux donc, qui sont chapeautés en partie par l'Office de l'eau et par l'Agence française de la biodiversité sur la bioindication, associée à ça l'étude des communautés de poissons. Et il y a aussi des travaux sur les pressions de pêche, donc notamment le parc amazonien a réalisé ça en 2015-2016. Donc voilà, ça c'est des travaux qui ont eu cours, qui sont encore d'actualité pour certains, et des axes de recherche. Il y en a d'autres, je sais que l'IRD a fait des travaux, l'IFREMER fait des travaux sur les poissons dans les milieux marins, etc. Mais ça c'est les principaux travaux sur lesquels nous avons été associés. On parlait de substances, là je fais un petit focus compte tenu de la problématique mercure en Guyane. On avait déjà fait un apéro sciences, j'ai 2 slides là-dessus. Juste pour rappeler qu'en fait le poisson, même si ces régimes alimentaires sont diversifiés, on va trouver un petit peu tous les régimes alimentaires chez les poissons, à la fois des organismes filtreurs, des poissons détritivores, des poissons herbivores, des poissons carnivores. Ils sont quand même, on va en retrouver certains tout en haut de la chaîne alimentaire dans les milieux aquatiques. Donc le problème qu'on va avoir, ce qui est matérialisé par des points rouges, c'est par exemple ça va être une substance toxique comme le mercure. Si vous la trouvez à une quantité infinitésimale dans l'eau, vous avez, donc là j'ai mis en fait un cycle trophique, un régime alimentaire de métropole et calqué dessus son pendant en fait en Guyane. Donc vous avez au début une algue, ce qu'on appelle des diatomées, une algue unicellulaire, puis des organismes filtreurs, des macro-invertébrés et des poissons. Et on voit que les substances ont tendance à s'accumuler pour certaines d'entre elles et vont pouvoir poser des problèmes sur les prédateurs qui sont en haut du régime alimentaire. Donc ça c'était juste un rappel sur la bioaccumulation sur les poissons et un des intérêts d'étudier ces communautés. Donc vous avez le petit tableau, c'est juste à titre indicatif, c'est les 11 substances qui seront ajoutées et qui seront suivies dans les poissons à partir de l'année prochaine. Donc vous avez le mercure en haut, ensuite il y en a d'autres. C'est des substances qui nous sont imposées au niveau national et au niveau européen parce qu'elles ont un effet avéré toxique sur l'environnement. Enfin, 2 dernières slides. Alors sur comment est-ce qu'on fait en fait l'étude en fait des substances dangereuses sur les poissons. Généralement, alors c'est le déroulement des photos que vous avez sur la droite. On va prélever en fait un morceau de chair qui va être ensuite conditionné et envoyé à des laboratoires. Pourquoi est-ce qu'on prélève de la chair? Tout simplement parce que ce sont les parties les plus consommées, notamment chez l'espèce humaine. Et les substances ne s'accumulent pas toutes de la même façon dans un organisme. Si vous prenez le mercure, il s'accumule principalement sur le système nerveux, dans le foie. Mais c'est compliqué d'extraire le système nerveux et le foie d'un poisson. Donc on préfère se baser sur le tissu musculaire qui représente une moyenne en fait. Pour toutes les substances, on va avoir des variations en fait en fonction des espèces, en fonction de l'âge du poisson, du milieu dans lequel il vit. Donc c'est assez compliqué. Dès qu'on commence à faire de l'écotoxicologie, on nous dit souvent oui, il y a des mesures de mercure qui sont faites depuis des années et vous n'avez pas de résultats ou peu de résultats. Mais en fait c'est extrêmement compliqué. Généralement, plus on creuse dans la recherche et moins on y comprend. Donc sur ces thématiques-là, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, on voit l'intérêt en fait de se focaliser sur le poisson, qui aussi au passage nous permet d'avoir une quantité de matière suffisante. Si vous prélevez des invertébrés aquatiques, il va vous en falloir énormément pour pouvoir faire les mêmes analyses. Et enfin, dernier focus, alors j'ai mis cette slide sur le mercure parce qu'effectivement c'est une grosse problématique ici. Et vous avez ici un tableau qui vous mentionne en fait l'ensemble, enfin une bonne partie des études qui ont été réalisées sur cette thématique. Donc vous voyez, il y a un bon nombre d'acteurs. C'est des études qui ont commencé au moins depuis 1993 et qui se continuent encore actuellement. Et vous avez toutes les stations, une bonne partie des stations ici sur lesquelles il y a eu des analyses de mercure sur les poissons. Vous voyez qu'il y a eu de la matière. Donc voilà, ça c'était les intérêts qu'on peut porter sur ce compartiment-là du biote. Alors maintenant, on va partir sur les méthodes de capture, puisque toutes ces recherches en fait nécessitent des méthodes de capture.
Alors il y a des méthodes qui sont très classiques, très empiriques, que vous connaissez tous. Les premières, c'est celles qu'on a sur cette slide. Donc la méthode la plus simple pour échantillonner des poissons, c'est, je ne sais pas s'il y a des pêcheurs dans la salle, mais c'est la canne à pêche. Le problème de la canne à pêche, c'est que la pêche, un jour ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas, et c'est très compliqué de faire un inventaire juste avec des cannes à pêche. Donc on va coupler ça avec d'autres méthodes d'inventaire, notamment l'utilisation de NAS, donc dans lesquelles on va mettre des appâts. On va retrouver des captures avec les épuisettes, des captures avec les éperviers. On va combiner un petit peu tout ça. On peut aussi utiliser, donc on peut faire des inventaires à vue. Hein. On se place au-dessus d'un cours d'eau, on regarde quelles sont les espèces. Ça demande un certain niveau de connaissance déjà. Hein. Quand vous n'avez pas le poisson en main pour l'identifier, c'est pas facile. Vous pouvez faire des inventaires donc de jour et de nuit parce que c'est pas les mêmes espèces qui vont se déplacer entre le jour et la nuit. On peut coupler ça avec des plongées. Donc vous avez des photos d'une personne qui fait des plongées et qui peut faire également des photos de plongée pour identifier les espèces. Donc là, on voit très mal en fait sur la photo, mais il y a un poisson en plein milieu. La photo est de bonne qualité, mais c'est juste qu'il est très bien camouflé en fait. Donc ça pose un problème supplémentaire quand vous voulez identifier des organismes uniquement à la vue. S'ils ont un bon camouflage, c'est vraiment pas évident. Il faut déjà avoir un bon niveau de connaissance pour pouvoir déjà les repérer et les déterminer. Alors sur chaque slide, en fait, je vous les présente de la même façon pour les 5 méthodes qu'on va voir. Tout à droite, vous avez les milieux dans lesquels ces méthodes sont applicables. Vous avez un cours d'eau en fait, de la source jusqu'à l'estuaire. Ensuite, vous avez quelques photos de milieu dans lesquelles, pour illustrer, dans lesquelles on peut appliquer ces méthodes. Et ensuite, les caractéristiques, je vous ai mis 3 paramètres. La létalité, donc est-ce que c'est une méthode de capture qui tue beaucoup de poissons? Est-ce qu'elle est exhaustive dans les inventaires? Et quel est le temps d'échantillonnage? Et vous avez toujours les 3 petits smileys là. Donc s'il est content, ça veut dire que la méthode nous convient, est plutôt bonne. Peu de mortalité. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, on a peu de mortalité. Sauf si vous abîmez les poissons donc quand vous les pêchez. Par contre, l'exhaustivité est moyenne, ça prend vraiment beaucoup de temps, ce type d'inventaire. Vous voyez que le smiley n'est pas content. Donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avec un certain nombre d'opérateurs pour faire un inventaire exhaustif avec ces méthodes-là. Donc si vous y mettez une semaine, vous aurez un inventaire exhaustif. Si vous y mettez un jour, forcément, ce ne sera pas exhaustif. Et j'ai mis 2 ronds rouges différents en fait, dans les milieux qu'on peut caractériser avec ces méthodes. Tout simplement parce que la partie pêche, nasse, épervier, vous pouvez la faire un petit peu partout. Par contre, les inventaires à vue et la plongée, les parties aval des cours d'eau qui sont très turbides, ça, c'est même pas la peine d'y penser. Donc ça, c'est la première méthode qui en regroupe finalement plusieurs et qui est la méthode la plus courante, la plus classique. Ensuite, on va trouver une méthode qui n'est plus d'actualité, mais qui l'a été jusqu'en 2015, c'est l'utilisation de la roténone. Donc la roténone, c'est la nivrée en fait. C'est une substance qui est issue de plantes. Alors il y a différentes plantes qu'on peut utiliser qui produisent en fait des substances qu'on appelle toxiques, en gros qui tuent les poissons. C'est des substances naturelles qui ont été longtemps utilisées, qui sont toujours utilisées par les communautés amérindiennes pour faire des pêches. Donc vous les voyez sur la photo, là vous avez une illustration. La plante est récoltée, ensuite elle est écrasée dans l'eau et ça diffuse en fait une substance qui est toxique. Donc là vous avez la version commerciale de cette molécule qui a été synthétisée chimiquement. Et donc elle a été utilisée en Guyane pendant un moment sur les petites criques, parce qu'il faut des milieux bien sûr où on a de la visibilité, qui ne soit pas trop grand, avec une eau claire. Et en fait, quand on va mettre cette substance dans le milieu, ça va tuer les poissons, ça les empêche de respirer et du coup, ils sont asphyxiés. Donc cette méthode, elle est photosensible, la roténone, donc c'est-à-dire qu'elle se dégrade à la lumière. Donc on part déjà sur une substance naturelle, donc c'est quand même un petit peu mieux, même si elle est synthétisée de façon chimique. Elle a une photosensibilité qui est importante, donc elle va vite se dégrader. Par contre, elle est non sélective. Donc ça veut dire que elle va tuer indépendamment toutes les espèces de poissons. Alors là, vous voyez différents opérateurs. On voit Régis qui pratique. Alors Hydreco a mis en place en fait un dosage de cette substance pour qu'elle ait le moins d'impact possible. Mais c'est une substance qui est redoutable, pour le coup, ça marche très bien. Et dans nos caractéristiques, on voit que la létalité est importante. Donc effectivement, ce n'est pas une méthode disons, qui est optimale, puisqu'on tue quasiment l'ensemble des poissons sur le portion de cours d'eau qu'on a sélectionné. Par contre, elle est exhaustive, relativement exhaustive, même s'il y a quelques espèces qu'on n'arrive pas à capter. Et le temps d'échantillonnage est relativement court. La roténone est fait au bout de 20 minutes, une demi-heure. Donc la station, vous voyez les opérateurs, elle est délimitée par des filets en amont et en aval. On met la roténone, donc c'est la photo que vous avez en haut, et ensuite on la brasse pour qu'elle soit active. La roténone est réactivée en fait quand il y a des zones de saut, des cascades. C'est pour ça que vous voyez cette mousse blanche en fait dans le cours d'eau.
Alors il y a des usages qui ont pu être intensifs, hein, notamment vous avez une photo tout en bas au Canada dans un lac pour éliminer, en fait, des espèces de poissons invasives. Vous voyez que là c'est pas du dosage fin, pour le coup on y va avec des grandes quantités de roténone. Donc ça c'était une méthode en fait qui était appliquée jusqu'en 2015. Autre méthode, donc là aussi une méthode classique, c'est l'usage des filets maillants. Donc des filets. Alors les filets, généralement nous, alors on les utilise beaucoup dans nos protocoles. Ce sont des filets qui ont des petites mailles, entre 15 et 35 mm de vide de maille. Sur le suivi du barrage de petits sauts, on peut avoir des plus grosses. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas d'avoir des gros poissons, c'est d'avoir à peu près l'ensemble des espèces. Donc on utilise des filets qui font, donc ces 5 filets, alors il y a une erreur, c'est 20 filets au total, qui sont utilisés, donc 4 fois 20 filets. Ça représente à peu près 500 mètres de filets qu'on utilise sur les cours d'eau pour une station, donc c'est assez important. Ces filets sont posés le soir à 17 h et ils sont relevés à 7 h du matin. Pourquoi est-ce qu'on les pose dans cette plage horaire? Tout simplement parce que, là encore, s'il y a des pêcheurs dans la salle, en général les poissons sont plus mobiles en fin de journée et en début de matinée. C'est pour ça qu'on les pose sur ces créneaux-là. Donc ils sont posés parallèles aux berges et ils sont relevés et ensuite les poissons sont mis dans des sacs et sont déterminés, c'est les photos que vous avez en bas. Donc là encore, on a une forte mortalité sur ces méthodes de capture. L'exhaustivité, elle est un petit peu biaisée, notamment pour les prédateurs, puisque quand vous avez un filet avec des espèces qui sont piégées dedans, le prédateur il est content, il se dit super, mon garde-manger est là et je vais pouvoir taper dedans. Donc forcément, le prédateur il peut être surreprésenté. Et puis il y a quelques espèces qu'on ne va pas capter, notamment des espèces fouisseuses, etc., qui vont plutôt rester dans l'axe du cours d'eau, qui ne seront pas captées par ce mode de capture. Et le temps d'échantillonnage, lui, il est relativement long, il faut une soirée pour faire ça. Plus la détermination derrière. Hop, j'ai passé une slide de trop. Autre méthode, donc on continue à descendre le cours d'eau. Là maintenant, on est sur les zones estuariennes. Donc c'est une méthode qui a été développée il y a 3 ans, qui est toujours en cours, donc pour développer un indicateur sur les masses d'eau, de ce qu'on appelle les masses d'eau de transition, c'est les zones estuariennes. Donc c'est les zones en fait qui reçoivent le balancement des marées. Donc on a mis en place en fait un petit chalut. Alors au début, lorsque cette méthode a été initiée, on pensait que ce ne serait pas possible de la mettre en place dans les estuaires, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bandes de vases, il peut y avoir beaucoup d'obstacles, des troncs d'arbres, etc. Pêcher au chalut dans ces zones-là, ce n'est pas forcément facile. Du coup, il y a un repérage qui est fait au préalable avec un sonar. Ce petit chalut, en fait, il fait 1,60 m à peu près de large, il n'est pas très haut, vous voyez, et les mailles en fait sont très fines. Il est tiré par le bateau, donc que vous voyez juste en dessous, pendant 6 à 8 minutes. On fait des traits en fait de chalut de 6 à 8 minutes. Et en fait, on va surtout capter. Alors déjà, il est mis en place dans des eaux qui sont relativement turbides, avec un marnage, on a dit un balancement de marée important. C'est des milieux qui sont très ouverts, qui sont très grands. Et en fait, on va capter essentiellement des petits poissons. Déjà parce que le bateau avance à une vitesse très lente. Pour faire du chalutage, normalement, les vitesses sont plus importantes. Mais là, on avance à une vitesse relativement lente, donc on va capter les poissons qui sont peu mobiles. Et en plus de ça, donc les gros vont avoir tendance à s'échapper. Et en plus de ça, les zones estuariennes sont ce qu'on appelle des zones de nurserie. C'est des zones qui abritent énormément de petits poissons, de poissons juvéniles. Donc là encore, sur la létalité, c'est moyen. Alors c'est moyen pas parce que le chalut les abîme, mais en fait parce que ce sont des petits poissons fragiles et ils ont tendance à être un peu écrasés. Surtout si vous récoltez en fait de la vase, etc., des encombrants. Ils vont être un peu aplatis au fond de notre chalut. L'exhaustivité, elle est relative, parce qu'on a un chalut qui frotte le fond, donc les espèces qui sont en surface, on ne va pas les avoir, les grosses espèces qui sont très mobiles, on ne les aura pas non plus. Le temps d'échantillonnage, en revanche, lui, est optimal, puisqu'on est à 6 à 8 minutes par trait de chalut. Donc pour illustrer, alors une deuxième méthode de capture qui est mise en place sur ces zones estuariennes, c'est le verveux à aile. Donc c'est en fait la première photo que vous avez tout en haut. Alors en fait c'est 2 filets qui sont raccordés par un entonnoir en gros, pour faire schématique. Alors ce verveux, on va le placer sur les affluents, les petits affluents qui vont aboutir sur ces grandes zones estuariennes. L'intérêt en fait, c'est d'avoir un inventaire complémentaire de ce qu'on fait au chalut. On va avoir des espèces qui peuvent se déplacer dans ces petits chenaux. Donc on voit, là il y a un verveux qui est déployé sur la slide, enfin le numéro 2, la photo numéro 2. On voit les 2 ailes en fait, avec le courant qui viendrait d'en haut. Et en fait, les poissons vont être canalisés pour arriver dans l'entonnoir que relève l'opérateur. Et ensuite, vous avez une photo avec, vous voyez que les poissons sont relativement petits, ceux qui sont capturés. Alors c'est un engin en fait qui fait 10 mètres de long. Il est immergé pendant 1 heure, généralement à marée haute.
ou 2 heures après. Pourquoi marée haute? Parce que c'est des milieux qui n'auront plus d'eau quand ils seront en marée basse. C'est des petites criques qui vont être à sec. Pite de mailles, on a dit que c'était des mailles qui étaient très fines. Donc la létalité, bah, ça dépend en fait. Normalement, elle est relativement faible puisqu'il n'y a pas de pression, les organismes ne sont pas écrasés. C'est un mode de capture passif. L'exhaustivité est faible parce que c'est que les individus qui seront présents sur cette petite crique qui seront capturés. Et le temps d'échantillonnage, généralement, c'est 1 heure. Ça peut être compliqué en fonction des marées, etc. Mais généralement, c'est 1 heure, donc c'est un temps qui convient relativement bien. Donc voilà quelques illustrations d'espèces. Je ne rentre pas dans le détail, ce sera abordé tout à l'heure. Vous voyez que c'est des organismes, ils sont relativement petits. Sur la carte que vous avez en haut, c'est les traits de chalut. Donc c'était une campagne qui a été faite l'année dernière. Sur le Kourou, vous voyez qu'il y a 3 zones de pêche. Alors on ne voit pas très bien pour ceux qui sont au fond, mais il y a 3 zones de pêche en fonction des entrées de salinité. D'accord, en fonction de la marée. On va dissocier ces compartiments. Vous avez des petits traits avec les petits ronds, c'est les zones de pêche au chalut. Et les carrés, c'est les zones de pêche au verveux. Alors là, c'était les méthodes, disons, conventionnelles. Maintenant, on passe sur une méthode qui l'est un peu moins, peut-être un peu moins connue. C'est la méthode de la pêche électrique. Donc c'est une méthode, j'ai mis la pêche électrique revisitée, tout simplement parce qu'en fait, la pêche électrique classique n'est pas fonctionnelle en Guyane. Vous avez un opérateur ici, qui est un opérateur en métropole. Donc la pêche électrique, ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez soit un groupe électrogène qui est portatif dans son dos, soit une batterie alimentée avec un circuit électrique. Et il y a 2 électrodes, une anode et une cathode qui sont matérialisées par les 2 flèches. Elles trempent dans l'eau, ces 2 électrodes, et quand l'opérateur appuie sur un bouton, ça délivre un courant. Le courant, en fait, va électrocuter les poissons et va les paralyser pendant quelques secondes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les capturer avec des opérateurs qui sont à côté et qui ont des épuisettes. Donc cette méthode, forcément, elle est applicable dans des eaux claires. Si vous avez une eau très turbide, ça ne fonctionne pas. Et dans des milieux qui sont relativement petits et peu profonds. En Guyane, cette méthode ne fonctionnait pas jusqu'à présent, parce qu'en fait, on a une très faible conductivité. On a une conductivité, donc les ions qui sont dans l'eau sont d'environ 30 microsiemens, on parle. En métropole, vous êtes facilement à 150. Donc l'eau est très peu conductrice. Si vous mettez une ampoule et que vous vous mettez à côté dans l'eau, ça ne conduit pas. Bon, c'est pas recommandé, mais en tout cas, normalement, ça ne conduit pas. Donc en fait, quand on testait les appareils de métropole, ça donnait vraiment pas grand-chose, ça ne fonctionnait pas. Donc il y a une technique de pêche qui a été mise en place l'année dernière. Donc c'est tout récent, les résultats ne sont pas encore sortis. Donc c'est l'appareil que vous avez au milieu, vous voyez qu'il est beaucoup plus volumineux. Et l'idée en fait c'était de fonctionner de la même façon mais avec un appareillage qui est beaucoup plus puissant. Donc vous voyez que pour l'instant il n'est pas portatif, c'est un appareil qui est vraiment, on a un groupe électrogène plus un genre d'armoire électrique. Donc c'est volumineux et ça ne peut pas être porté pour l'instant. Mais ce qui est intéressant c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et on a des taux en fait, de capture qui sont de l'ordre de 95-99%. Alors il faut 4 repasses à peu près dans notre milieu, mais en tout cas ça marche très bien. Le problème de cette méthode, c'est qu'il faut un certain nombre d'opérateurs, on va voir les photos juste après. Par contre, elle n'est pas létale. On n'a que 5% à peu près de mortalité sur les poissons. Les poissons sont juste choqués, on les capture, on les met dans des seaux, après on les remet dans leur milieu, il n'y a pas de dommages. C'est une méthode qui est exhaustive, donc on a vu pour la Guyane, on a jusqu'à 99% de capture des espèces. Donc on dépasse les taux de capture qu'on pouvait avoir avec la nivrée. Par contre, le temps d'échantillonnage est relativement long. Il faut faire 4 passes, ça prend facilement une matinée avec 5-6 opérateurs. Donc là, vous allez avoir des photos qui illustrent en fait cette méthode qui a été mise en place l'année dernière. Donc toujours pareil, une station qui est délimitée par des filets, en amont et en aval, pour pas que les poissons puissent échapper. Vous avez l'opérateur donc au milieu qui a ses électrodes qui fonctionnent. Et vous avez un certain nombre d'opérateurs avec des épuisettes qui capturent les poissons dès qu'ils sont paralysés. Les poissons sont placés dans des seaux et ensuite ils sont déterminés par des experts. Alors on peut mettre des substances, alors il y avait du clou de girofle qui était utilisé à un moment, il y a d'autres substances pour les anesthésier un peu, pour pouvoir les mesurer et les peser, mais après le poisson retrouve sa liberté, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors ensuite, on va finaliser la dernière méthode. Donc ça, c'est une méthode qui est novatrice. Donc à la fois, je dirais, pour la métropole et la Guyane. La Guyane se positionne un petit peu en tête, en fait, sur cette méthode. Alors c'est plus une méthode d'inventaire. J'ai mis en méthode d'inventaire et pas en capture, parce qu'on ne capture pas de poisson, mais on travaille quand même sur le poisson. Cette méthode, en fait, elle repose sur ce qu'on appelle l'étude de l'ADN environnemental. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En gros, tout organisme vivant relargue de l'ADN.
quand vous touchez un ordinateur, par exemple, vous déposez de l'ADN dessus. Quand un poisson en fait, se déplace dans son milieu, il y a un transfert d'ADN dans l'eau. Donc en fait, là, vous avez une tortue dans sa mare. Cette tortue va relarguer de l'ADN et en fonction des échantillons d'eau qu'on va faire aux différents endroits de cette mare, on va pouvoir capter sa présence. Donc en fait, cette méthodologie, elle consiste, alors vous avez un opérateur, on va voir les photos juste après, elle consiste à faire des prélèvements d'eau, on va filtrer cette eau et on va retenir en fait l'ADN qui est capturé dans ce filtre. Cette solution va être, le filtre va être conservé dans une solution spéciale, va être envoyé dans un laboratoire et ensuite on aura une méthodologie pour regarder quelles sont les séquences d'ADN qui sont présentes. Donc ça a un spectre très large, hein, ça peut même capter, il y a eu des mesures qui ont été faites sur des tapirs, on a trouvé les présences de tapirs, les présences de loutres qui ont traversé un cours d'eau. Donc ça fonctionne plutôt bien. La méthodologie, c'est à peu près 30 minutes de filtration, ce qui représente à peu près 35 litres d'eau. Et ensuite, donc, un séquençage au laboratoire. Donc, alors, les slides, j'ai mis uniquement des slides de petites criques, des photos de petites criques, mais en fait, c'est applicable sur tous les milieux aquatiques de Guyane. C'est un avantage, contrairement aux autres méthodes qui sont plutôt cantonnées à certains milieux. La létalité est nulle, puisque de toute façon, on ne capture pas de poissons. L'exhaustivité, donc c'est des méthodes qui sont en cours de calibration. Là, on parle d'études qui ont été lancées en 2016-2017 et qui sont encore d'actualité, encore en cours. Le temps d'échantillonnage, une demi-heure. On est vraiment sur des temps qui sont réduits. Donc là, vous allez voir l'opération, en fait. Alors, il y a un kit, hein, c'est des kits qui sont fournis, qui sont bien sûr stériles et qui sont exempts de toute contamination ADN, sinon ça n'a pas de sens. Ils sont à usage unique. L'opérateur, en fait, va utiliser une pompe avec des galets qui n'est pas en fait en contact avec l'eau. Il va y avoir une absorption d'eau qui va passer dans le filtre que vous avez sur la photo 5. Et ensuite, donc, on va vider l'eau qui est présente dans ce filtre. On va la remplacer par une solution tampon qui va pouvoir conditionner et garder l'ADN. Et on va envoyer ça au laboratoire. Donc, pour pouvoir regarder en fait quelles sont les espèces présentes, il faut d'abord disposer d'une base de séquençage qui a été préalablement faite sur des espèces de poissons de Guyane. Il faut d'abord que tout l'ADN de ces espèces soit d'abord référencé pour qu'ensuite, quand on fasse son prélèvement, on sache exactement quelles sont les espèces qu'on retrouve dans notre milieu. Donc ça, je ne vais pas le détailler, c'est juste pour les puristes. En fait, c'est la méthodologie en fait, du prélèvement en fait, d'une nageoire jusqu'au séquençage en fait, pour constituer cette base. Alors les rendus, j'en finirai avec ces deux dernières slides sur la méthodologie et sur ma partie. La première étude de 2016 s'est focalisée donc sur 5-6 stations que vous avez représentées ici. Lors de ces échantillonnages, donc à chaque fois on a fait 10 réplicas, on a fait 10 filtrations. Et en fait on a trouvé entre 21 et 60 espèces de poissons par station. En moyenne on est tourné autour de 19 à 46 poissons détectés, espèces de poissons détectés. Alors tout à droite vous avez ce qu'on appelle les courbes d'accumulation. Sur vos 10 filtrations, vous voyez à partir de quand vous n'augmentez plus votre richesse détectée. Donc là, on voit que c'est à peu près, les courbes ont à peu près toute la même configuration. Au bout de 4-5 échantillonnages, 4-5 filtrations, on n'ajoute plus beaucoup d'espèces. Donc c'est une méthode qui finalement accumule en fait, les données relativement vite. Sur le tableau, vous avez le nom des stations. La première colonne de chiffres, c'est donc les échantillonnages ADN et les espèces qui ont été quantifiées. Et la deuxième, c'est une comparaison avec des méthodes de capture traditionnelles type Rotenone et filet. Donc c'est des données qui étaient antérieures sur les mêmes sites. On voit que les parties, en fait, donc les filtrations avec l'ADN, généralement on peut trouver plus d'espèces que sur la méthode traditionnelle. Forcément, hein, on capte toutes les espèces qui sont présentes dans le milieu. Par contre, on n'a pas toutes les espèces qui sont en commune. La dernière colonne, vous avez les espèces qui sont recoupées par les deux méthodes. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'espèces qui ne sont pas en commun. Alors ça s'explique en bonne partie parce que toutes les espèces n'ont pas été référencées dans la base initiale. On en est à peu près à 250 espèces maintenant sur les 450 qui existent. Donc si on n'a pas leur code génétique initialement, on ne pourra pas les détecter. Donc voilà, c'est une méthode qui, bien qu'elle soit encore en calibration, est plutôt très pertinente et a de beaux jours devant elle. Deuxième étude qui a été faite sur l'ADN environnemental, 2017. On a un panel de sites beaucoup plus important, on est à 39 sites. On a une base de données de 7000 individus qui ont été échantillonnés de façon traditionnelle, Rotenone filet, sur ces sites-là. Et sur nos échantillons, on a fait 8 millions de séquençages ADN. C'est colossal. Pour seulement en fait, 10 échantillonnages par station. Donc vous voyez que le jeu de données est beaucoup plus important. Ce qu'on retrouve, en fait, les petites boîtes à moustaches que vous avez en haut,
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas de différence significative entre ces deux méthodes, entre la méthode traditionnelle et la méthode avec l'ADN environnemental. Donc en fait, bien qu'il y ait des différences, elles ne ressortent pas de façon significative. Cette méthode peut potentiellement pouvoir remplacer les méthodes d'échantillonnage traditionnelles. Et je crois que j'en ai fini, voilà. Donc là, on a terminé sur tout ce qui est intérêt sur les poissons, méthode d'échantillonnage. Et du coup, je laisse la partie à Régis, donc qui va vous parler de tout ce qui est endémisme, répartition des espèces. Et Damien prendra la suite en fait sur tout ce qui est relation habitat et espèces de poissons. Alors, juste avant, s'il y a des questions sur cette partie, c'est le moment. C'est comme ça, c'est 500 € je crois. Hein. Tu as Régis, tu as peut-être les... Hein, je crois qu'on est dans cet ordre d'idée. Donc le coût d'une analyse, c'est un petit peu plus de 500 € actuellement. Avec les nouvelles technologies, le nombre au fil des ans, ce tarif va diminuer. Ce n'est que l'analyse. Derrière, tout le kit d'échantillonnage, l'apport du kit en Guyane et un coût qui est également à prendre en compte. Globalement, on est autour d'1 millier d'euros par station. Avec la méthode électrique que vous avez adaptée, du coup, vous n'avez plus besoin de mettre du produit dans l'eau pour augmenter la conductivité? On n'a absolument pas besoin de mettre quoi que ce soit dans l'eau pour augmenter la conductivité. En fait, c'est un matériel qui est encore en cours d'élaboration, qui est différent de celui qu'on a en métropole et qui demande des spécificités pour sa manutention. C'est une question de sécurité humaine derrière, on met de l'électricité dans de l'eau, c'est pas aussi anodin que ça. Et on arrive à choquer les poissons actuellement juste en mettant de l'électricité, comme ce qui se passait en métropole de façon traditionnelle, mais avec un appareillage qui est plus évolué, sensible et qui va demander de la formation par les équipes de métropole derrière.